BFM Business, BFM Crypto, le club. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, bienvenue dans le club BFM Crypto. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les jours entre 15h et 15h30 sur BFM Business. Au programme de ce club, on va parler réglementation. Beaucoup, attention, il ne reste que quelques mois pour se mettre en conformité. On va parler formation, on va parler IPO on-chain. Mes invités, William O'Rourke, partenaire chez Orwell. Bonjour William. Bonjour Sandra. Arrivé tout juste pour le début de l'émission, ça c'est du timing. C'est ça. C'est magnifique. Raphaël Bloch est avec nous également, cofondateur et CEO de The Big Wave. Bonjour Raphaël, on vous retrouve dans un instant en direct. Bonjour. Et Elodie Trévillot, associée gérante de la banque de Lubac et compagnie. Merci d'être avec moi sur ce plateau. Écrivez-nous, vous le savez, vous pouvez nous poser toutes vos questions sur le secteur crypto au singulier à bfmbusiness.fr. On répond à vos questions tous les jeudis entre 15h et 15h30. Le club BFM Crypto, c'est parti. Raphaël, je commence avec vous. Vous êtes à distance, vous êtes à Londres. On va parler de tokenisation. Il y a de la monnaie avec les stablecoins. Il y a également les monnaies market funds et donc désormais les actions tokenisées. De quoi on parle, Raphaël ? Alors oui, effectivement, c'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années qu'on parle des stablecoins, donc du dollar, de l'euro qui sont sur la blockchain. On a également, notamment en France avec Spyco, la thématique donc des fonds monétaires tokenisés. Et on vient de publier une interview du fondateur et CEO de Lease, Marc Kepenegian, qui travaille depuis des années avec sa société pour permettre de faire ce qu'on appelle des IPO, donc des introductions en bourse on-chain. C'est évidemment un chantier qui est plus important, plus ambitieux que de mettre des dollars, des euros, des fonds monétaires on-chain. Ce qu'il nous dit dans l'interview, c'est que voilà, la première IPO est prévue pour le premier semestre. On ne sait pas exactement quelle société va donc introduire son capital en bourse on-chain. Ce qui est sûr, c'est que voilà, ce sera une première à l'échelle mondiale. Là, je suis à Londres. On sait que la Bourse de Londres travaille aussi sur ces sujets. Aux États-Unis, c'est également une question. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, vous avez beaucoup d'entreprises, et c'est un peu ce que Lease cible avec leurs produits, qui n'ont pas la taille critique pour se coter sur les marchés traditionnels. Je pense notamment à la Bourse de Paris et à Euronext, où vous avez des entreprises qui ont une taille déjà significative. Et donc, si vous ouvrez la possibilité, ou bien finalement des investisseurs, d'investir dans des entreprises directement via la blockchain, vous pouvez potentiellement, et c'est le pari de Lease, en fait, cibler des entreprises plus petites. Donc eux, ils ont en tête des entreprises qui ont plusieurs millions, voire un peu plus de 10 millions d'euros à mettre à la disposition des investisseurs. Et donc voilà, ça va être finalement une catégorie qui est assez mal servie aujourd'hui, en dehors du crédit, qui est donc donné par les banques, et je pense notamment à Delubac qui fait de ce point de vue-là un gros travail. Mais voilà, il y a potentiellement aussi la possibilité d'aller se financer directement sur la blockchain avec des petits porteurs qui pourront détenir une part du capital de PME et ETI françaises et européennes. William, vous vouliez dire quelque chose ? Oui, juste deux petites choses. Une première remarque, c'est que ça fait des années, je pense que Elodie, tu seras d'accord avec moi, qu'on parle beaucoup de crypto-actifs et de blockchain sur des sujets vraiment très nouveaux et très tech. Et là, je trouve ça intéressant parce que Lease, c'est vraiment une infrastructure traditionnelle qui utilise la blockchain. Enfin, moi, ça fait très longtemps que j'attends que ce mouvement arrive où, en fait, on quitte un peu... en tout cas, il n'y a pas que les cryptos, il y a aussi les instruments financiers qui vont utiliser la blockchain. On peut peut-être rappeler l'intérêt, Raphaël, d'avoir des actions tokenisées, justement. Oui. Alors, il y en a plusieurs, et je pense que les invités sur le plateau pourront compléter, mais il y a évidemment le fait que ces actions seront disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Aujourd'hui, les marchés réglementés ont des horaires d'ouverture et de fermeture qui sont aussi tout bêtement nécessités par le besoin de réconcilier les opérations. C'est-à-dire que vous avez l'achat de titres, et puis après, donc il y a le paiement, puis après il y a la livraison des titres. Donc c'est pour ça que vous avez une ouverture et une
une fermeture, parce que ces opérations sont faites donc, au moment où les bourses sont fermées. Donc, il y a la disponibilité, il y a aussi la géographie. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas investir dans toutes les entreprises côté de la planète. Si vous voulez investir dans des entreprises chinoises, il faudra passer par des proxys. Quand vous êtes en Asie, si vous voulez investir dans des entreprises françaises, elles ne sont pas toutes disponibles. Donc, il y a aussi ce pari-là. Vous avez aussi la question de la transparence sur la détention du capital. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont propres à ce sujet qui sont donc intéressantes. Et pour rebondir sur effectivement ce que William a dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est que les cryptoactifs étant une catégorie à part, finalement, il a été plus simple d'inventer un cadre qui, en fait, leur était propre. Là où il y a un plus gros challenge sur les actions tokenisées, c'est que vous avez déjà un cadre existant qui marche bien, qui est évidemment perfectible et qui va l'être au fur et à mesure. Et donc c'est pour ça que vous avez en fait cette dualité avec le système existant plus ce nouveau système qui arrive. Et donc il y a nécessité à la fois en termes d'infrastructure, de sécurité, de réglementation, que tout soit bien bordé. Donc c'est pour ça qu'effectivement ça a pris des années. Donc aujourd'hui ce régime est là, il y a des acteurs qui se positionnent et effectivement ça va être très intéressant de voir si ce sujet, ces investissements vont prendre, surtout en Europe, où on sait qu'on n'a pas forcément la même culture d'investissement qu'aux États-Unis. Oui, c'est une première en Europe d'ailleurs, cette introduction en bourse. Élodie Trévillot. Oui, effectivement. Enfin, c'est un sujet, comme le disait William, qu'on attend depuis longtemps, ça c'est sûr. On sait qu'aux États-Unis, il y avait aussi un certain nombre de réflexions au niveau du Nasdaq. Donc, je dirais que maintenant, on rentre vraiment dans l'opérationnel. Je pense qu'un des points intéressants, c'est que ça ouvre une liquidité qui n'était pas là. Raphaël Bloch l'a indiqué. Les IPO étaient plutôt réservés à de grosses structures. Et aujourd'hui, on va pouvoir ouvrir un marché à des structures nettement plus petites et leur donner accès aussi à du capital qu'elles n'auraient pas eu facilement. Ouais. Donc, on va changer complètement la structure du marché. Ça change le visage de la finance, ça fait tomber des barrières, on peut dire ça, Raphaël ? Ah oui, ça fait clairement tomber des barrières. Après, on le sait aussi, il y a beaucoup d'annonces, il y a beaucoup de promesses derrière la tokenisation des actions. J'allais dire paradoxalement, et Marc, qui peut-être nous regarde ou nous regardera, sourira en m'entendant, mais c'est vrai qu'il y a déjà eu énormément de travail de fait, mais je pense que paradoxalement, le plus dur commence, parce que tant que c'était à l'état de projet, de réflexion, finalement, vous aviez les experts du sujet qui travaillaient, parfois un peu de manière isolée, mais qui pouvaient travailler. Aujourd'hui, puisque ce nouveau système va aussi venir un petit peu challenger le statu quo et va venir chatouiller les acteurs existants. C'est d'ailleurs pour ça que le Nasdaq s'est positionné sur le sujet, parce qu'ils savent très bien que s'ils ne font rien dans les 10 ans qui viennent, ils vont perdre des parts de marché. Donc voilà, on va entrer dans une phase où finalement les acteurs comme Lease ou l'allemand 21X vont devoir davantage jouer des coudes pour, un, prouver que ça marche, et deux, ne pas se faire effectivement, j'aime pas le terme, mais peut-être écrasé par les acteurs traditionnels qui ont beaucoup plus de moyens et qui, s'ils s'y mettent, pourront accélérer assez fortement. Oui, Élodie, plus soit à ma droite. Effectivement, alors je pense que Raphaël l'a bien indiqué au tout départ, le fait d'utiliser la blockchain, quand on parle de réconciliation de livraison des titres, naturellement, on s'en doute, mais il faut le formaliser, il y a des acteurs qui sont susceptibles de disparaître, ou en tout cas leurs métiers traditionnels vont disparaître, tels qu'ils existent. Donc forcément, la création, enfin Lease et tout ce que ça induit derrière, va forcément avoir des impacts. Et il y a des acteurs traditionnels qui risquent de voir leur part de marché diminuer, voire potentiellement disparaître, et donc on ne s'attend pas à ce que ça soit facile. Après, ça fait partie des évolutions de la finance, je dirais globalement, comme la conservation de titres. On sait qu'il y a des acteurs et des intermédiaires financiers qui vont voir leur monde bouleversé, et donc je suis complètement alignée avec ce qui vient d'être dit. Il va y avoir des batailles jolies à regarder. Pour finir, Raphaël, vous vouliez ajouter quelque chose ? Non, c'est peut-être effectivement, je pense que par exemple Delubac est un très bon exemple de ce que les banques ont réussi de mieux, sur tout ce qui touche aux actifs numériques. C'est-à-dire qu'on parle d'une banque qui a réussi à devenir, en tout cas l'un des leaders en Europe, en gardant
son modèle traditionnel et donc en ajoutant des services crypto. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, va se poser un peu la même question pour les opérateurs de marché. Est-ce que demain, nous allons voir Euronext, d'autres places financières en Europe, en Asie ou en Amérique suivre le même chemin, ou alors peut-être se dire non, on reste sur notre business avec le risque, encore une fois, là d'être challengé assez fortement par des acteurs crypto-natifs qui vont bénéficier clairement d'une trend de marché. Il va falloir s'y mettre. C'est une période de grande transformation dans ce secteur de la finance. Et d'ailleurs, c'est un petit peu la ligne rouge de cette émission. William Aurore, qu'on parle avec vous de réglementation également. La fin de la période de transition sur les agréments CASP. De quoi on parle, les agréments CASP? On parle de MiCA, on parle de cette date de juin prochain. Tout à fait. En fait, c'est l'AMF qui, il y a une semaine environ, a fait une communication suite à un travail évidemment avec tous les acteurs de la place. Et il y a des échanges réguliers sur ce sujet parce que c'est pas une surprise. Et cette communication, elle vise à prévenir et à rappeler à tous les acteurs et notamment à ceux qui n'ont pas encore donc l'agrément CASP, qui est en fait l'agrément MiCA qui permettra de fournir des services crypto dans les années à venir en France et en Europe, à tous ces acteurs-là de faire attention parce qu'il y avait une période de transition, on va dire, où fin 2024, juin 2026, c'était ça? Exactement. Donc, qui se termine en fait dans 4 mois. Et ce qui, voilà, l'AMF a bien rappelé plusieurs choses. Elle vient rappeler d'une part que l'agrément doit être obtenu avant la fin de cette période, sous peine de devoir cesser son activité. Et elle vient rappeler aussi qu'on ne parle pas de fermer une petite boutique de quartier. C'est-à-dire que, si vous me passez l'expression, avec tout le respect que j'ai pour les boutiques de quartier, mais c'est-à-dire que vous ne pouvez pas juste attendre le mois de juin, baisser le rideau, etc. On parle d'acteurs régulés qui doivent respecter la réglementation jusqu'au bout, dans une situation qui est souvent critique, parce que parmi ces acteurs-là, et on viendra peut-être sur les proportions un peu de qui est concerné, on sait que le fait de ne pas pouvoir ou de ne pas vouloir aller à MiCA, c'est souvent synonyme aussi de difficultés économiques ou en tout cas d'une activité parfois de petites équipes, etc. Donc c'est une période très à risque. Et c'est pour ça que l'AMF est très attentive là-dessus. Vous parliez des moyens qu'il faut mettre pour se mettre en conformité. Elodie m'en parlait juste avant l'émission. C'est considérable en temps, en hommes, en réglementation, en documentation à donner. Elodie, vous l'avez vécu. Effectivement, donc nous, on a eu l'agrément CASP, MiCA au mois de novembre. Ça nécessitait une implication assez importante des équipes parce que là où avant on avait un enregistrement PSAN qui se concentrait sur notamment la partie lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme, sur la partie MiCA, il y a une attention particulière sur les moyens informatiques, sur la sécurité informatique, sur les moyens mis à disposition, et c'est normal, la protection des clients. Et donc, les demandes sont nettement plus importantes. Les moyens à mettre, à dispenser sont nettement plus importants, que ce soit des moyens financiers comme humains. Nous, en tout cas, au niveau de la banque, il y a une dizaine de personnes qui ont travaillé sur le dossier, en plus de l'accompagnement par un conseil juridique expert. Et donc, oui, c'est un exercice qui est long, qui est compliqué. Nous, quand on a déposé le dossier, assez naïvement, on pensait qu'il serait déclaré complet très rapidement. Ça n'a pas été le cas. Et c'est vrai qu'il y a cette échéance de dire on dépose un dossier qui est complet. Et après les 4 mois, qui sont d'ailleurs indiqués sur le site de l'AMF, d'étude du dossier. Donc, je dirais qu'on arrive maintenant à la limite pour l'ensemble des acteurs qui n'ont pas obtenu leur agrément. Et ce qu'a souligné William Aurore est très intéressant. On arrive à cette limite. Et à côté de ça, l'autorité, et c'est normal, est très attentive sur le fait que derrière, il y a des épargnants. Et donc, il faut protéger l'épargnant, et c'est normal. Et donc, quand on met fin à une activité, il faut le faire de manière ordonnée. Et on rentre dans cette période où il va falloir préparer potentiellement la fin d'une activité qui est une activité commerciale, mais tout en protégeant l'épargnant. Oui, sur certaines entreprises. Raphaël, vous vouliez dire quelque chose? Oui, juste pour ajouter un point sur la partie industrie, écosystème. Ce matin, je discutais encore avec un banquier et c'est vrai que cette échéance MiCA, et on s'en rend pas encore assez compte, va totalement redessiner le paysage, pas seulement français, mais à l'échelle de l'Europe. Vous avez des dizaines, si ce n'est pas plus, de startups qui vont soit disparaître, soit surtout être rachetées. Et c'est vrai qu'il me disait qu'il n'avait jamais vu autant de dossiers d'entreprises qui n'auront vraisemblablement pas la licence
et qui donc sont soit regardés par des acteurs traditionnels qui voient une bonne opportunité de mettre la main sur des compétences crypto, je pense à des banques, des gestionnaires d'actifs, ou alors des entreprises crypto qui vont vouloir consolider le marché en se disant qu'à mesure que l'échéance de MiCA s'approche, il y aura des bonnes affaires parce qu'évidemment, quand il vous reste 2 mois pour vendre, ça n'est pas la même chose que quand vous avez 2 ans. Exactement. On a une idée, William, du nombre d'entreprises dont on parle. Allez-y, alors là, parce que c'est très intéressant. L'AMF a communiqué les chiffres pour être plus honnête. Au début de la période de grand-père, donc en janvier dernier, on va dire, enfin janvier il y a 12 mois, il y avait 120 entreprises enregistrées PSAN, c'est-à-dire qu'ils pouvaient exercer leur activité en France. En gros, il y a 4 groupes, à chaque fois c'est une trentaine d'acteurs, ça représente 25% du stock. 25% du stock des PSAN, c'est des acteurs étrangers, ils ne sont pas concernés parce qu'ils demandent MiCA dans leur pays d'origine, etc. Donc eux, on les sort, il reste 90 acteurs. Il y en a une trentaine qui ont soit obtenu MiCA, comme de l'UBAC par exemple, soit qui sont en cours d'obtention et sur lequel l'AMF est relativement sereine. C'est des acteurs qui ont déjà déposé leur dossier, donc eux, il leur reste 4 mois pour, on va dire, terminer le process. À l'autre extrême, il y a une trentaine d'acteurs, l'AMF sait qu'ils ne vont pas demander MiCA parce qu'ils ne le peuvent pas ou qu'ils ne le souhaitent pas. Donc eux, c'est des acteurs typiquement, alors soit ils n'ont pas d'activité, soit ils vont devoir justement mettre en place toutes ces mesures pour cesser leur activité en respectant la réglementation et en respectant les droits de leurs clients. Et enfin, il y a un dernier tiers, une trentaine d'acteurs qui, eux, l'AMF est en train un peu de leur courir après pour savoir ce qu'ils font exactement. Après, voilà, il y a plein de situations particulières. Mais donc, très concrètement, à compter du 1er juillet, ou en tout cas au deuxième semestre 2026, on aura... à compter du 1er juillet 2026, on aura entre, disons, peut-être 30 et 45 acteurs max. Je pense plutôt proche de 30 que de 45. Donc, on passe quand même d'un marché... C'est une transformation incroyable du secteur, William. On passe quand même d'un marché à 120 offres, ça va être divisé quasiment par 3. Ça veut dire qu'il y a des acteurs historiques du secteur de la crypto qui vont disparaître ou qui vont se faire manger. Peut-être. Raphaël. Sûrement. Alors là-dessus, évidemment, c'est sûrement pas en direct à la télévision qu'on donnera des noms, mais on sait très bien que certains acteurs effectivement historiques qui n'ont toujours pas eu le PSAN l'auront peut-être in extremis, ou alors effectivement se retrouveront dans une situation très, très délicate. Pareil, en échangeant avec plusieurs acteurs, ce qui parfois, et alors je ne sais pas si c'est inquiétant ou révélateur aussi d'une partie de la mentalité du secteur, c'est qu'ils pensent qu'ils obtiendront, et peut-être que l'AMF accédera à leur demande, mais un délai. Un délai de potentiellement quelques semaines, quelques mois pour se mettre en conformité. Quand on interroge l'AMF, et comme les autorités européennes, aucun délai n'est prévu, mais c'est vrai que certains se disent, mais c'est pas possible, je veux dire, on peut pas avoir créé, ce qui s'entend, autant d'acteurs pendant des années pour finalement avoir un coup près qui tombe. Bon, en même temps, côté AMF, ce qu'on répond, et c'est totalement audible, c'est que ça fait des années aussi qu'on connaît, et comme l'a très bien rappelé William, il y a eu une longue période d'adaptation. Donc voilà, on comptera ce qui reste en juillet, mais c'est vrai que mai et juin s'annoncent très chaud. Oui, ils ont eu 18 mois pour se préparer. En l'occurrence, vous ne croyez pas au délai, William? Non. Alors 18 mois, ça paraît long, c'est pas si long que ça, mais disons que c'est le maximum que la réglementation européenne permet. Donc voilà. S'il y avait un débat à avoir, il aurait fallu l'avoir pendant la négociation et l'adoption du texte par la Commission. Il y a déjà un petit moment. Non, je pense que l'AMF tout simplement, en fait, l'AMF ne peut pas, parce qu'elle n'a pas le droit de donner un délai. C'est-à-dire qu'elle irait à l'encontre du droit européen qui s'impose aux 27 États membres. Donc déjà, l'AMF ne le peut pas. Et je pense qu'en plus, la France a fait le choix, parce que les États membres avaient le choix de réduire la période, donc de choisir la période entre 0 et 18 mois. La France a choisi le délai le plus long. Donc il y a un côté où je pense qu'il n'y aura pas de mensuétude à partir du mois de juillet. Et je pense même, pour casser encore un peu plus l'ambiance, si c'est possible, je pense même que les régulateurs ACPR et AMF attendent avec impatience la fin de cette période de grand-père, parce que cette réduction du nombre d'acteurs va permettre de faire des contrôles de manière beaucoup plus efficace. Il faut se mettre à la place d'un régulateur. Contrôler un acteur aujourd'hui qui va fermer dans 4 mois, ils ont quand même un rapport un peu coût-avantage dans leur manière de contrôler. Et donc je pense que va y avoir justement, le secteur va être beaucoup plus contrôlé
à l'issue de la fin de la période de transition. On est aussi sur un délai, vous l'avez dit, c'est l'un des délais les plus longs pour l'AMF. L'AMF est aussi celle qui a mis le plus de temps et qui a agréé le moins d'acteurs par rapport à beaucoup d'autres pays en Europe. Est-ce que les pays étaient traités de la même façon sur cette réglementation MiCA, vous pensez? Tu veux répondre, Élodie, là-dessus? Élodie, vous êtes au cœur fais du attention à ce que tu truc. dis, quand même. Non, nous, on a fait le choix d'aller demander l'agrément en France parce qu'on considère que d'un point de vue sécurité vis-à-vis de l'épargnant, d'avoir un stempel français, c'est effectivement plus joli que d'autres pays où on trouvait que les procédures avaient l'air plus simples. En tout cas, le regard des régulateurs était peut-être moins exigeant. Donc, il y a un niveau d'exigence qui est là, mais qui est normal parce qu'on protège l'épargnant. Je dirais qu'il y a eu, et c'est normal, entre une réglementation européenne et sa traduction et sa déclinaison opérationnelle, il y a toujours un temps d'adaptation. Donc, il y a eu ce temps d'adaptation. Je dirais qu'aujourd'hui, les dossiers, maintenant, ils sont traités. En tout cas, nous, à partir du moment où le dossier a été déclaré comme complet, les délais de 4 mois étaient largement tenus. Après, il y a eu une période de prise en charge. C'est peut-être ça où on a eu, je dirais, pendant 6 mois, cette période où il fallait quand même se dire, bon, qu'est-ce qui est attendu exactement? Je prends par exemple la partie cybersécurité. Je sais qu'on a eu beaucoup de discussions, même au niveau de la DAN, de se dire, est-ce que ça veut dire qu'il faut aller chercher un audit spécifique d'un acteur accepté par l'autorité ou pas? C'était des ajustements à bien définir sur lesquels les différents régulateurs européens n'étaient pas alignés très clairement. Sur la cybersécurité, c'est peut-être une bonne idée d'avoir fait ce choix-là et d'avoir été extrêmement serré sur ce sujet-là quand on voit ce qui se passe aujourd'hui sur certains. L'AMF est très regardante, mais je dirais que c'est pour protéger au final l'épargnant. Donc il y a un milieu à trouver, mais je dirais qu'en tout cas. William, pour conclure. Je pense qu'on peut quand même dire, au nom de tous les acteurs qui ont eu des procédures d'instruction extrêmement longues, qu'il y a eu quand même on va dire un faux départ de la part de l'AMF sur MiCA, qui au final ne sera pas si grave parce que la période de 18 mois a permis de rétablir les choses. Et je suis d'accord, il y a vraiment eu un avant, un après. Mais clairement, il y a eu un faux départ qui a été aussi une attente un peu déçue parce que l'AMF était un régulateur très avant-gardiste et très bien vu et très attractif avant MiCA, sous le régime de l'enregistrement PSAN. Et c'est pour ça qu'il y a eu 120 acteurs en France, ce qui est beaucoup. Et en fait, il y a eu, mais pour plein de raisons qui ne sont pas liées aux régulateurs. Il y a aussi des raisons liées au fait qu'on n'a pas eu de loi de finances, donc ils ne pouvaient pas embaucher, des choses qui sont totalement externes à l'AMF. Raphaël, pour finir ce sujet. Oui, c'est juste effectivement sur le nombre d'acteurs qui ont obtenu la licence en France. C'est vrai que ça a mis un peu de temps à l'allumage. On a eu du retard à l'allumage en France, mais aujourd'hui, nous, on a lancé un tracker chez De Miguel. Aujourd'hui, la France est le 3e pays à l'échelle de l'UE. Donc devant, il y a Pays-Bas et Allemagne, mais on est quand même 3e. J'ai plus le chiffre précis en tête, mais on est à une quinzaine, je crois, d'entreprises qui ont obtenu la licence. Donc c'est sûr que vu le pool et le vivier qu'on a en France et aussi le nombre de demandes, on peut s'attendre à ce que le chiffre augmente significativement. Mais en tout cas, voilà, on était un peu à la traîne, on a bien rattrapé notre retard. Maintenant, le sujet, c'est surtout comment faire en sorte que cette réglementation permette à ces entreprises de grandir. Exactement, et on va suivre ça évidemment dans les semaines qui viennent. Élodie, pour terminer, vous avez annoncé le lancement d'un programme de formation, et ça c'est très intéressant de lancer des programmes de formation. Digital Finance Graduate Programme 2026, c'est quoi précisément? Alors c'est un programme qui est ouvert aux jeunes diplômés, qui dure 18 mois. On s'est aperçu assez rapidement que trouver des spécialistes crypto, c'était soit aller chercher des ingénieurs ou des gens de la tech très spécialisés. Et même avec les meilleures formations qu'on a en France où ils ont commencé à introduire le sujet blockchain, on avait quand même un décalage avec la réalité et l'insertion des collaborateurs au sein de notre établissement. En plus, on a cette particularité de marier la finance traditionnelle avec la partie blockchain. Et on a fait le choix de se dire... on va prendre le relais des universités, des écoles qui ont déjà commencé à développer des programmes et on va aller démontrer, on va permettre à ces jeunes diplômés de pouvoir expérimenter ce que c'est que
l'utilisation de la blockchain, la crypto au sein du milieu bancaire et financier. Et donc sur 18 mois, ils ont possibilité de faire pendant 6 mois, ils expérimentent 3 postes différents, un plutôt sur la partie produit, un sur la partie commerciale et un qui va marier le côté réglementaire. Et donc ça leur permet à la fin de se positionner. Donc on va vraiment mettre les mains dans le cambouis. Ils vont pouvoir tester, ils vont pouvoir découvrir ce que ça donne, l'introduction et l'insertion de la blockchain et de tout ce que ça peut conduire au sein de la banque. Et ça va leur permettre, comme quand on finit ses études, parfois on ne sait pas ce qu'on veut faire et il suffit de faire un stage et d'avoir la lumière. Là, c'est la même chose. Pendant 18 mois, on va accueillir des personnes qui vont découvrir ce que c'est que la blockchain et comment on l'utilise en finance. Et ça fait combien c'est des promotions de combien vous les prenez? Alors, à combien? Au départ, très petites, parce que l'objectif, c'est que chaque personne qu'on va accueillir aura un mentor spécifique qui va l'accompagner sur tout son parcours. Et donc, on va prendre 2 à 3 personnes, donc avec un processus très sélectif. L'objectif étant, au fur et à mesure du développement de l'activité, d'accompagner de plus en plus de personnes. Et inonder le marché avec des nouveaux talents qui sont vraiment factuellement et nouvellement formés à ces marchés. Je pense que ça fait partie du rôle des acteurs de marché, on le sait, de former la nouvelle génération et de les rendre très opérationnels. Et nous, on est vraiment partis dans cette optique de se dire il faut qu'on puisse aussi accompagner le développement de cette nouvelle compétence. Et quoi de mieux que de les faire appréhender en leur faisant découvrir différents métiers au sein même de l'établissement. C'est bien de les prendre à Bac+5, évidemment, parce que c'est important. Et derrière, ça forme une nouvelle génération de banquiers 5.0, je ne sais pas comment on dit, 3.0. Mais il faudra aussi que ces sujets de finances traditionnelles, de finances nouvelles, intègrent les établissements bien plus tôt, que ce soit au lycée ou déjà en école de commerce. Il faut que ça commence. C'est encore assez peu fait. On le voit un peu. Alors nous, on dispense effectivement des cours à l'Université Paris-Dauphine, par exemple. Très centralisé, qui a pris le sujet il y a plusieurs années maintenant. On le voit de plus en plus, mais ça reste encore assez anecdotique par rapport au nombre d'écoles qu'on a en France. Exactement, il faut que ça avance. Merci à tous les 3 d'être venus dans cette émission. William O'Rourke, partner chez Orwell, Raphaël Bloch, cofondateur et CEO de The Big Whale, le média, et Élodie Trévillot, associée gérante de la Banque de Lubac et compagnie. Merci d'avoir suivi cette émission. Vous nous écrivez crypto@bfmbusiness.fr et je vous laisse entre les mains de BFM Bourse. Très bonne journée. BFM Business, BFM Crypto, le club.